Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qu'on a organisé donc à destination des startups Deep Tech, la génération Deep Tech. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment sécuriser ses contrats et sa relation client en période de crise. Donc c'est vrai qu'on a pu s'apercevoir que pas mal de startups pouvaient avoir des questions au niveau juridique. Et donc du coup, dans ce webinaire, on va donc tenter de vous apporter quelques éléments de réponse. L'idée étant de vous outiller pour mieux comprendre vos différents recours en temps de crise, en se plaçant du côté de la startup en tant que fournisseur. Forcément, parfois, votre production ou vos services peuvent être altérés par cette crise, mais également en tant que client. Par exemple, si vous louez des espaces de coworking ou autres. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jordana et Eugénie du cabinet Bolt Avocat. C'est un cabinet spécialisé justement dans les startups qui ont un fonctionnement assez original et très adapté aux entrepreneurs. Et ce qui est intéressant également pour vous, c'est que le cabinet organise en ce moment des office hours totalement gratuits. Donc vous aurez en mail de remerciement le lien pour vous aussi pouvoir bénéficier d'une question. Donc pour l'agenda de cette session, donc déjà nous aurons un talk de ces deux expertes, une présentation d'environ 20 minutes où elles expliqueront vraiment tous les concepts en essayant de se focus sur des cas pratiques très concrets. Et nous passerons ensuite, comme d'habitude, à une session de questions-réponses. Donc pensez bien pour poser vos questions, à les poser dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat. Et en fonction du nombre de participants, pour rendre la chose un petit peu plus interactive, on essaiera de vous faire monter sur scène afin que vous puissiez parler de vive voix et poser vos questions à nos expertes. Voilà, Jordana, Eugénie, je vous donne la main. Merci beaucoup, Louise. Vas-y, Eugénie, je te laisse commencer, prendre la main également. Bonjour à tous, Eugénie Letellier, je travaille au sein du cabinet Bolt depuis près de 2 ans maintenant. Le cabinet a cette spécificité de travailler essentiellement avec des startups, quasiment exclusivement avec des startups, donc c'est un univers qu'on connaît très bien. Et on aborde toute la vie de la startup, on les accompagne de la création de la société jusque pendant toute la vie de la société et dans le cadre d'éventuelles levées. Et on a l'habitude d'accompagner nos clients dans tous les cas de figure possibles. Et en ce moment, bien évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, on a été extrêmement sollicité depuis le 16 mars et on essaye d'accompagner au mieux nos clients pour pallier aux difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer depuis la crise et depuis que l'épidémie est en cours. Alors, comme vous le savez tous, le gouvernement a mis en place des mécanismes qui font que depuis le 12 mars, il y a énormément d'aides qui ont été apportées aux entreprises et il y a des modalités en fait dont peuvent bénéficier les startups qui sont de manière automatique, peu importe ce qui est prévu et qui permet d'aider les entreprises à passer le cap de cette crise. Comme vous le savez, le gouvernement a par exemple proposé la suspension des loyers pour certains baux commerciaux. Alors évidemment, il y a certaines conditions à remplir pour bénéficier de ce report de loyer. Vous pouvez évidemment solliciter des reports de paiement pour tous les crédits qui ont été souscrits. Il y a différentes aides donc apportées par le gouvernement pour les loyers, pour tout ce qui est facture d'eau, d'électricité. Donc ici, l'objet sur tout ce webinaire, c'est de vous apporter des solutions dont vous ne pouvez pas disposer systématiquement et justement de vous aider à vous parer à ce genre de situation en amont pour voir contractuellement et déjà ce que vous pouvez prévoir dans vos contrats avec vos clients, que vous ayez la casquette d'ailleurs de client ou de prestataire dans les deux cas de figure. Donc, essayez de vous parer là-dessus. Et dans un second temps, on va aussi évidemment essayer de vous accompagner pour vous expliquer de quelle manière vous pouvez gérer cette situation et quelle approche avoir avec vos clients ou vos prestataires afin de pallier au mieux à cette situation. Mais avant tout, et je pense qu'il est important de commencer par là pour démarrer ce webinaire, il est primordial de partir du principe que nous sommes en période de crise, mais le plus important, c'est que
le principe est que tous vos contrats en cours sont maintenus. C'est-à-dire que les obligations de vos contrats ne sont absolument pas suspendues parce que nous sommes en période de crise. Ils vont l'être dans certains cas particuliers et on va bien sûr y venir, mais le principe est le maintien des contrats en cours. Et je laisse la parole à Jordana qui va vous aborder ce sujet-là avec vous. Effectivement, donc comme l'a dit Eugénie, il faut partir du principe aujourd'hui que la crise sanitaire, et en dépit de la qualification de force majeure qui a été donnée par le gouvernement, n'a pas pour conséquence directe d'annuler tous les contrats en cours et de stopper l'intégralité des contrats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, si vous n'êtes pas totalement empêché d'exécuter vos obligations, vous devez respecter les contrats que vous avez signés, vous devez respecter l'intégralité de vos obligations telles que vous les aviez prévues dans vos contrats. On se rend bien compte évidemment qu'il va y avoir des difficultés, que ça va être plus ou moins facile et plus ou moins impactant évidemment pour exécuter correctement vos obligations ou pour que votre co-contractant exécute également ses obligations, mais le principe, c'est le maintien des contrats. Aujourd'hui, tous vos contrats ont vocation à s'appliquer dans toutes leurs dispositions telles que vous les aviez prévues. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on connaît l'impact de la crise pour la majeure partie des acteurs économiques. Même si vous n'êtes pas totalement empêché d'exécuter vos obligations, rien ne vous empêche, avec votre partenaire, avec vos clients, de tenter de réaménager un peu les contrats qui sont en cours parce que pas assez adaptés à la situation, parce que trop compliqué de les respecter tels que vous les aviez prévus il y a quelques mois, quelques années. Et donc, de se dire, bon, bah voilà, je me mets autour d'une table avec mon client, je me mets autour d'une table avec mon partenaire commercial et je vais lui dire, voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc essayons de trouver une sorte de contrat transitoire ou de période transitoire dans notre contrat pendant laquelle on va un peu aménager le contrat qui nous lie pour qu'il s'adapte un peu plus à la situation. Ça peut être un aménagement totalement temporaire et l'objectif, si vous arrivez à aménager un contrat et si vous arrivez un peu à discuter avec vos contractants, c'est quand même que ce soit un aménagement temporaire, donc limité vraiment à cette période de crise que nous vivons. Mais rien ne vous empêche, et il faut d'ailleurs saisir cette opportunité dès que vous en avez besoin, plutôt que de vous mettre à risque ou d'être en défaillance dans vos obligations. Si vous constatez que vous avez une difficulté ou qu'il y a des difficultés qui apparaissent, pour respecter intégralement vos contrats, discutez avec vos clients, discutez avec vos partenaires commerciaux et tentez de trouver des palliatifs, des aménagements, des tempéraments un peu à vos contrats et qui vont le rendre un peu plus facile à exécuter compte tenu de cette crise. Je vais prendre l'exemple, par exemple, on a eu un client, typiquement, il était tenu à des prestations de marketing, ce genre de choses. Lui était totalement en mesure d'exécuter ses obligations et d'ailleurs il les a exécutées et il continue de les exécuter. On est sur un contrat un peu à temps long. Et en face, c'était un grand compte d'ailleurs et qui est venu lui dire voilà, compte tenu de la crise, force majeure, je peux pas payer, donc on suspend le contrat pendant cette crise. Donc là, évidemment, le but, c'est quand même de pas nécessairement se braquer et de venir dire non, moi je peux exécuter, donc tu dois me payer l'intégralité de mes factures. L'objectif, c'est quand même de discuter. Il faut que vous discutiez, il faut parler avec vos partenaires. Et typiquement, dans ce cas de figure, les deux parties ont considéré que la suspension totale du contrat était pas acceptable pour notre client. En revanche, il comprenait totalement que le maintien total des prestations telles qu'elles avaient été prévues pouvait être un peu trop impactante pour son client. Donc, ils ont réaménagé, ils ont un peu baissé le volume des prestations, ce qui a fait évidemment baisser la facturation. Et donc, ils ont prévu que pendant 3 mois, les 3 prochains mois, en fait, le contrat va être appliqué de manière un peu plus réduite pour qu'il y ait un peu plus de facilité, en tout cas, à exécuter le contrat malgré la crise. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, par principe, s'il n'y a pas un empêchement total d'exécuter vos contrats, il faut les respecter, il faut payer vos factures à temps, il faut exécuter vos obligations telles que vous l'aviez prévu dans vos contrats.
Mais rien n'empêche, et d'ailleurs la bienveillance dans cette situation doit primer, donc rien n'empêche d'être voilà, un peu bienveillant vis-à-vis de vos clients, un peu bienveillant vis-à-vis de vos prestataires ou vos partenaires commerciaux pour essayer de discuter, de trouver potentiellement voilà, un temps un peu intermédiaire et de réaménager un peu vos contrats. C'est la liberté contractuelle. Vous avez les parties peuvent librement choisir de réaménager leur contrat pendant un certain temps, mais toujours, et il le faut, avec l'accord des deux parties. Mais c'est, à notre sens, un des vrais outils que vous avez aujourd'hui, c'est la renégociation. Voilà, tenter de discuter, tenter de trouver des terrains d'entente pour maintenir au maximum vos contrats, parce que le but, c'est quand même, à la sortie de crise, vous puissiez vous dire que j'ai préservé ma clientèle, j'ai préservé mes partenariats qui avaient du sens pour mon activité. Donc voilà, il faut avoir en tête que vous devez continuer au maximum d'appliquer vos contrats. Maintenant, évidemment, il y a des situations qui rendent totalement impossible l'exécution de vos contrats, et vous avez du coup des mécanismes à invoquer, vous avez des outils qui sont à votre portée pour pouvoir essayer de soit suspendre votre contrat, soit l'arrêter totalement. Et là, je redonne la main à Eugénie, qui va revenir un peu sur ce que vous pouvez faire si vous êtes totalement empêché ou si votre co-contractant est totalement empêché d'exécuter son contrat. Alors effectivement, vous avez ce dont vous avez tous dû entendre parler ces derniers temps, c'est la force majeure, évidemment. La force majeure, c'est ce qui est invoqué quasiment systématiquement par les partis depuis le 12 mars, d'autant que le gouvernement a exprimé très clairement et a dit que le coronavirus pouvait être considéré comme un cas de force majeure. Alors, attention ici, effectivement, le coronavirus est un cas de force majeure. En revanche, il faut vraiment regarder chaque situation au cas par cas. Pourquoi? Parce que quand bien même c'est un cas de force majeure, il faut vérifier si par rapport aux obligations contractuelles que vous avez ou que l'autre partie a, il y a bien une impossibilité d'exécuter d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Parce que, par exemple, on ne peut pas soulever la force majeure pour dire qu'il y a impossibilité de payer. Alors je pense surtout quand vous avez du coup la casquette de prestataire avec vos clients, qu'un de vos clients ait des difficultés financières dues au coronavirus n'est absolument pas un empêchement dû à un cas de force majeure, puisque le coronavirus ne l'empêche pas techniquement de vous payer. Il y a cas de force majeure, typiquement, pour les sociétés qui ne peuvent pas organiser d'événements parce qu'il y a interdiction de se réunir, ou tout ce qui est attrait au transport en ce moment. Là, on est dans un cas de force majeure, parce qu'il y a impossibilité d'exécuter. Donc, il faut vraiment avoir une approche au cas par cas, partir du principe qu'effectivement, la force majeure peut être soulevée et ensuite regarder d'abord, premièrement, dans vos contrats, que ce soit vos contrats clients ou prestats, regardez dans vos contrats si une clause de force majeure existe. Pourquoi? Alors, s'il n'y en a pas d'inquiétude parce que la force majeure est expressément prévue dans le Code civil, c'est-à-dire qu'on peut l'invoquer même si vos contrats ne le prévoient pas. En revanche, on peut aménager les modalités d'application de la force majeure, ce que d'ailleurs nous allons vous conseiller de faire. Pourquoi? Parce que ça facilite beaucoup les rapports avec vos co-contractants en période de crise, de prévoir les modalités de force majeure. Pourquoi? Pour savoir comment ça se passe. Typiquement, si vous ne prévoyez rien, la règle, c'est que en cas de force majeure, soit vous êtes empêché d'exécuter vos obligations, mais temporairement. Et dans ce cas-là, il y a suspension du contrat. Ce qui veut dire quoi? C'est bien que les obligations de chacune des deux parties sont suspendues pendant la durée de cet empêchement. Typiquement, le coronavirus, c'est un empêchement temporaire. Pourquoi? Parce qu'on a une date de fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une date de fin, en tout cas attendue, au 11 mai. Évidemment, tout ne va pas reprendre le 11 mai, donc l'empêchement pourrait être prolongé ensuite. Mais en tout cas, on est dans le cas d'un empêchement temporaire pour lequel les obligations peuvent être suspendues, et donc le contrat n'est pas résilié, mais c'est juste, il est en pause, les obligations de paiement sont suspendues et l'obligation de réaliser la prestation est suspendue. Ça, c'est une chose. Si vous ne prévoyez rien dans vos contrats, la loi prévoit que si cet empêchement
dure trop longtemps et que rend l'exécution et que cet empêchement qui dure trop longtemps rend l'exécution de la prestation impossible parce que le report est trop lointain, typiquement, dans ce cas-là, il peut y avoir résolution du contrat. Pourquoi nous conseillons à nos clients d'aménager leur clause de force majeure? Parce qu'il est difficile de qualifier ce moment T où effectivement l'empêchement sera devenu tellement long que le contrat ne peut plus être exécuté. Donc, nous conseillons effectivement de prévoir dans vos contrats une clause qui prévoit une durée, alors 1 mois ou 3 mois selon les cas, en disant que en cas de force majeure, les obligations des parties peuvent être suspendues pendant 3 mois et que si l'empêchement est supérieur à une durée de 3 mois, les parties pourront l'une ou l'autre résilier le contrat sans payer d'indemnité. Parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, c'est ça le grand avantage de la force majeure, c'est-à-dire que ça suspend ou annule les obligations de chacune des deux parties, mais sans qu'elle n'ait à payer à l'autre une quelconque pénalité ou un quelconque dédommagement. Donc, voilà l'avantage de la force majeure. Donc, pour résumer, vous pouvez l'invoquer quand, effectivement, elle vous empêche d'exécuter votre obligation. Regardez toujours ce qui est prévu dans votre contrat, parce que si votre contrat prévoit des modalités d'application particulières, il vous faudra les respecter. Et surtout, et ça revient à ce que disait Jordana tout à l'heure, peu importe qu'il y ait une clause ou pas, quoi qu'il arrive, contactez le client ou le prestataire qui soulève la force majeure ou même envers lequel vous souhaitez soulever la force majeure. Pourquoi? Pour discuter ensemble et échanger des modalités. Je vous donne un exemple. On a un client qui a créé une plateforme d'organisation événementielle autour de salons. Et donc, beaucoup de clients de cette start-up a soulevé la force majeure parce qu'évidemment, leur salon, leur événement s'est retrouvé annulé à cause du coronavirus. Et finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. La start-up a conservé les apports et les acomptes qui ont été versés. Les acomptes qui avaient été versés et il a été convenu avec le client que l'événement serait reporté à l'année prochaine et que le solde dû serait reversé l'année prochaine. Mais tout ça n'était pas prévu dans le contrat, quand bien même on avait prévu une clause de force majeure. Comme là, on est dans un cas où effectivement, on ne sait pas combien de temps ça va durer et si éventuellement l'événement en question pourrait être reporté à l'année d'après, il vaut toujours mieux de toute façon contacter l'autre partie, aménager avec lui, prévoir des échéanciers, un report de paiement ou en tout cas aménager les prestations, que vous souhaitiez ou non invoquer la force majeure. Donc, la force majeure, c'est une chose. Vous avez sûrement entendu parler d'autres outils ou garde-fous que vous pouvez également utiliser pour pallier à cette situation de crise. Il y a l'imprévision. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop théoriques. L'imprévision, ça permet quoi? C'est une règle qui est désormais légale et qui vous permet, lorsque l'exécution du contrat devient trop onéreuse pour vous, à cause d'un événement dont vous ignorez totalement l'existence et qui est arrivé en cours d'exécution du contrat. Je vous dis n'importe quoi, il y a un choc pétrolier, le coût du pétrole explose et vos prestations deviennent trop onéreuses, la réalisation des prestations devient trop onéreuse à cause de ça. Vous pouvez invoquer la théorie de l'imprévision à votre contractant, lui disant, voilà, je ne peux plus exécuter mon contrat dans les mêmes conditions financières. Asseyons-nous autour d'une table, rediscutons les modalités d'exécution du contrat. Et si on ne se met pas d'accord, c'est le juge qui tranchera. Donc, l'imprévision est peut-être un peu moins adaptée ici. Alors, certes, l'arrivée du coronavirus, effectivement, ça peut soulever la théorie de l'imprévision parce que c'était pas attendu et l'une des deux parties à un contrat peut se retrouver gênée, ne plus pouvoir exécuter ses obligations parce qu'il rencontre des difficultés financières trop importantes. En revanche, tant que les parties ne se sont pas mis d'accord sur les modalités, sur les nouvelles conditions du contrat, les obligations, en tout cas, perdurent. C'est-à-dire que c'est pas comme la force majeure où les obligations sont suspendues. Là, vous êtes obligé de continuer à payer ou exécuter vos prestations tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Donc, ça peut être peut-être moins adapté dans le cas qu'on vit aujourd'hui. Il y a également la caducité. La caducité est une autre règle de droit qui permet, lorsqu'une des conditions essentielles du contrat disparaît en cours du contrat, typiquement, vous êtes le palais des congrès, vous pouvez plus organiser d'événements, donc vous pouvez soulever la caducité puisque l'une des obligations essentielles du contrat a disparu puisque vous ne pouvez plus mettre à disposition le lieu, donc vous pouvez soulever la caducité. Donc tous ces outils-là, en fait, vous permettent déjà peuvent vous rassurer puisque encore une fois tous ces outils sont légaux, c'est-à-dire que
quand bien même ces outils n'existent pas dans vos contrats, vous pouvez les invoquer. En revanche, typiquement pour la prévision, vous pouvez prévoir expressément dans vos contrats que le concontractant ne pourra pas vous opposer la théorie de l'imprévision. C'est-à-dire que vous pouvez, contrairement à la force majeure, mais vous pouvez en tout cas pour l'imprévision dire que en tout cas, prévoir que l'autre partie ne pourra pas invoquer la théorie de la prévision, quand bien même cela viendrait pendant la durée du contrat. La difficulté qu'on va avoir dans cette période, c'est que évidemment, il y a énormément de situations qui vont faire naître des litiges. Des litiges sont potentiellement déjà intervenus pendant cette crise, que ce soit d'abord sur l'interprétation de la force majeure, de l'imprévision. Voilà, on a pas mal de cas, je sais, de clients qui se voient opposer la force majeure, par exemple, alors que eux contestent fermement qu'un cas de force majeure s'applique à leur contrat et demandent à ce que le contrat soit maintenu et respecté dans son intégralité. Et donc, il va y avoir comme ça des différences de point de vue, il va y avoir nécessairement des litiges qui vont naître. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, avec les règles de confinement, les tribunaux sont quasi à l'arrêt. Ce qui fait que vous ne pouvez pas, en l'état, si vous rencontrez une difficulté dans le cadre de l'exécution d'un contrat, vous ne pourrez pas, en l'état aujourd'hui, faire trancher cette difficulté par un juge. En tout cas, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, il y a des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc, on ne va pas devant une juridiction, on ne va pas devant un tribunal, on essaye de concilier, on saisit le médiateur des entreprises, par exemple. Et ces modes alternatifs de règlement des litiges, je pense que dans un moment pareil, doivent être envisagés en premier lieu, parce qu'il est évident que la situation mène et mènera à de nombreux litiges, que les tribunaux, quand ils réouvriront, seront particulièrement engorgés. Et donc, il va falloir tenter au maximum, si vous rencontrez des difficultés, avec un client, avec un prestataire, il va falloir essayer de concilier, de se mettre autour d'une table, de faire appel à un médiateur pour trouver une manière de résoudre le litige qui vous oppose. Et alors, toujours dans un but un peu préventif, on conseille quand même, du coup, pour se préserver au maximum de ces litiges et s'ils arrivent pour être un peu en force, on va dire, c'est d'avoir un peu des bons réflexes. Typiquement, il faut nécessairement, et ça de manière plus générale, pas tant dans le cadre d'un litige, mais de manière générale, il faut faire preuve de bonne foi vis-à-vis de vos partenaires, de vos clients, de vos co-contractants. C'est essentiel. On est dans une période compliquée, donc il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant, essayer de trouver au maximum des terrains d'entente. Et d'ailleurs, si demain vous allez au contentieux, si demain votre litige n'est pas résolu et que vous devez le soumettre à un juge, je pense que compte tenu de la situation, ils seront très très regardants sur la bonne foi dont a pu faire preuve l'une ou l'autre des parties. Et ça va être vraiment un des points, je pense, cruciaux des contentieux qui arriveront à cause de cette crise. Ça va être comment vous vous êtes comporté, comment est-ce que vous avez essayé de discuter, comment est-ce que vous avez essayé de faire des pas, ça va être vraiment des éléments qui vont être regardés par les juges notamment. Et donc, il faut faire preuve de bonne foi, il faut tenter au maximum de discuter avec vos clients, avec vos partenaires, de discuter en conservant évidemment des traces écrites. Si demain les choses tournent un peu mal dans le cadre d'un contrat et que vous envisagez un contentieux, il va falloir démontrer que vous avez tenté des choses, que vous avez essayé d'être conciliant, que vous avez demandé typiquement un aménagement de vos factures parce que vous n'étiez pas en mesure de le payer, mais que vous n'avez pas fait le mort, on va dire, vous n'avez pas fait la politique de l'autruche où je ne paye pas, je ne peux pas payer, je ne dis rien à mes prestataires, je ne les paye pas et je me tais. Non, il faut discuter, il faut écrire, il faut échanger et toujours, faire preuve de bonne foi, de bienveillance à l'égard de vos concontractants. C'est, je pense, les règles d'or un peu. Et s'il y a des choses qu'il faut vraiment retenir, ça va être un peu, la bonne foi et la bienveillance et la discussion.
c'est les gros points que vous devez avoir en tête quand vous aujourd'hui, quand vous exécutez ou que vous tentez d'exécuter vos contrats ou quand vous tentez de les aménager. Eugénie, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, et peut-être une chose qu'on aurait pu aussi vous dire tout à l'heure quand on a abordé la force majeure, effectivement, il y a certaines, dans la manière d'aménager la clause dans vos contrats, alors selon l'activité que vous avez, c'est peut-être pas du tout adapté, mais dans certains cas, ça l'est. On a des clients que ça a pu sauver, enfin en tout cas sauver, je sais pas, mais en tout cas, ce que ça a pu vraiment aider en cette période de crise, c'est de prévoir que tous les acomptes qui auraient été versés par leurs clients avant la période de crise restent acquis par la société au titre de prestations qui auraient déjà été réalisées jusque-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, parfois, la force majeure est soulevée et si la prestation ne peut pas avoir lieu, ou en tout cas que le contrat est résolu, vos clients pourraient vous demander la restitution des acomptes qu'ils auraient déjà versés si l'événement n'a pas pu avoir lieu ou si, en tout cas, la prestation n'a pas pu avoir lieu. Donc, effectivement, n'hésitez pas à prévoir dans vos clauses de force majeure la conservation et le fait que tous ces acomptes versés restent acquis. Merci à toutes les deux. Du coup, on va passer aux questions. Je vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a posé une question à Charlotte. Charlotte Récamier, vraiment n'hésitez pas. Ou alors après, il n'y a pas d'obligation d'intervenir sur scène. Vous pouvez juste poser vos questions ici. On essaie d'y répondre le mieux possible. Alors donc première question. Bonjour, en cas de caducité du contrat, si certaines prestations ont déjà été réalisées, le règlement est dû au prorata de la réalisation de la prestation. Exactement, c'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer que certaines prestations ont déjà été réalisées, vous pouvez effectivement conserver les sommes ou en tout cas réclamer le paiement au titre des prestations qui ont déjà été réalisées. Idem, parfois c'est un peu difficile à chiffrer, donc on vous conseille vivement, lorsque vous prévoyez une clause de caducité dans vos contrats, de prévoir effectivement le prorata que vous souhaitez mettre, c'est-à-dire selon l'avancée de la prestation dans le temps, détailler le plus possible le coût de ces prestations dans le temps. Pourquoi? Comme ça, si effectivement le contrat est résilié pour force majeure, caducité ou même imprévision, vous savez exactement quel est le montant dû et ça vous évite des discussions sur effectivement le montant de cette somme. De la même manière, quand on est sur des prestations, en tout cas sur un contrat avec plusieurs types de prestations, par exemple, ne pas hésiter plutôt que de faire un prix global et forfaitaire, de détailler vraiment poste par poste le montant de chacune des prestations. Typiquement, dans un cas comme ça, on voit exactement quelles ont été les prestations réalisées, quel est leur montant et ce qui est dû. Il n'y a pas énormément de discussions du coup derrière entre les parties. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais. Alors, pensez-vous que la situation actuelle influencera sur les prochaines années les normes des modes de règlement, la rédaction de contrats, les assurances? Ah bah c'est certain que déjà on le voit nous aujourd'hui, on a énormément, enfin la plupart de nos clients nous demandent de faire une repasse sur leur contrat pour vraiment être le plus spécifique possible, notamment sur les cas de force majeure. Ce qui va se passer, c'est que évidemment la plupart des sociétés vont vouloir être très prudentes dans le mode de règlement de leurs prestations, c'est-à-dire prendre des acomptes le plus possible et d'aménager leur contrat pour faire en sorte qu'elles puissent pallier au mieux et que ça ne mette pas trop en danger leur situation financière en prévoyant des acomptes, en prévoyant des assurances, peut-être en renforçant effectivement les clauses d'assurance. Et on le voit déjà, ça change et c'est certain que ça va être amené encore à changer, voire comme il y a beaucoup d'ordonnances qui ont été rendues, peut-être même d'un point de vue réglementaire ou législatif, on va voir de toute façon des changements qui vont se faire
et dans les rapports contractuels qui peuvent se jouer entre les différents acteurs du marché, ouais, clairement. Sur les règlements, sur le mode de règlement, alors je ne sais pas si on parle des modes de règlement financiers, c'est ça la question? C'est pas précisé, mais j'imagine. Ouais, je pense. Ok. Alors, du coup, une autre question. En cas de force majeure, est-ce que les délais sont automatiquement repoussés? Par exemple, les dates limites pour entretenir les brevets. Alors, il y a beaucoup de délais qui sont repoussés, notamment tout ce qui est délai de résiliation du contrat. Quand vous avez un préavis d'1 mois, par exemple, pour résilier votre contrat, il y a pendant toute la période de crise, tous ces délais sont suspendus et vous avez et sont reportés 3 ou 6 mois, je crois, après la fin de la crise, que ce sera déclaré. Pour les brevets en particulier, c'est-à-dire pour entretenir, je pense que vous voulez dire pour renouveler. Je pense effectivement au niveau de l'INPI que des délais ont été accordés. Alors sur le point spécifique des brevets, je pourrais pas vous dire, mais on peut vérifier et vous répondre dans un second temps. Ouais. Sachant qu'il y a une ordonnance quand même du gouvernement qui porte vraiment sur les délais et la prolongation de certains délais, la suspension même des délais qui entraînerait peut-être une déchéance d'un droit ou ce genre de choses. On sait qu'il y a énormément de choses pendant la crise qui sont compliquées, qui peuvent pas être réalisées. Et donc, le gouvernement a prévu voilà, que post-crise, vous avez un délai supplémentaire de tant de jours, de tant de mois pour effectuer une démarche que vous auriez dû effectuer pendant la crise, mais durant laquelle vous avez été empêché de faire cette démarche. Donc, voilà, il y a quand même, alors ça dépend des matières, mais il y a quand même une majorité de délais qui ont été prorogés à post-crise. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera notamment au niveau des brevets, mais je pense que la question se pose aussi pour les marques et les symboliques. Donc, soit dans le cadre des sessions de mentoring dont Louise vous parlait tout à l'heure, on pourra répondre à cette question, soit de toute façon, on va conserver une trace des différentes questions qui ont été posées là et on pourra vous répondre en direct sur le sujet des brevets en particulier. Super. Nouvelle question. Pouvez-vous nous expliquer le coût et le temps nécessaire pour poursuivre une entreprise en justice? Habituellement, les jeunes entreprises évitent de se présenter devant un juge car nous pensons qu'il est presque impossible d'en tirer quelque chose sans mettre financièrement en danger la société. Enfin, poursuivre en cas d'impayé. Alors, il n'y a pas de réponse, précise qu'on peut apporter. En fait, ça va vraiment dépendre de chaque dossier. Il faut quand même partir du principe qu'une procédure judiciaire, c'est long. Ça le sera encore plus, je pense, post-confinement, parce que les tribunaux qui étaient déjà engorgés sont totalement en pause depuis 1 mois et demi, 2 mois. Le seront probablement encore pendant quelques temps. Ce qui fait qu'en fait, on envisage potentiellement une reprise totale de l'activité judiciaire à septembre à peu près. Et donc, il va y avoir derrière 5 mois antérieurs de litiges qui n'auront pas été traités, de nouvelles affaires qui n'auront pas pu être initiées. Et donc, tout ça va se reporter à la rentrée. Et je pense qu'il va y avoir de vraies difficultés en termes de délai et de traitement judiciaire dans les prochains mois, voire prochaines années. Mais même en temps normal, il faut quand même partir du principe qu'on est sur un temps long. Après, pour une jeune entreprise, la question de savoir si on en tirera quelque chose ou non, ça dépend vraiment du dossier. Donc, si on a un dossier béton, on en tirera quelque chose et il y a peu de chances qu'on se fasse retoquer, on va dire, devant le juge. On en tirera quelque chose, mais on en tirera certainement quelque chose au bout d'un certain temps, en ayant déployé un peu d'énergie et en ayant évidemment eu des coûts liés à cette procédure qu'on récupère potentiellement, ou en tout cas pour partie, si on a gain de cause. Mais ça dépend vraiment des dossiers. Après, il y a pour des impayés, il y a quand même des procédures un peu plus simplifiées, un peu plus facilitées qui sont mises en place. Je pense à l'injonction de payer, par exemple. Pour les petites créances, les petits montants en dessous de 4 000 euros,
Une procédure peut se faire via huissier maintenant simplement. Donc, il y a quand même des procédures plus ou moins rapides aujourd'hui qui peuvent être initiées. Mais en cas de difficulté, ou en tout cas, s'il faut vraiment qu'il y ait un débat et que ça aille devant le juge de manière classique, on est sur 1 an et demi en première instance de procédure. 1 an et demi. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être profitez-en, on a encore du temps. Merci. Est-ce que vous avez peut-être des recommandations, Eugénie, Jordana? Je ne sais pas, est-ce que les startups... C'est une dernière question, je crois. La question, en fait, c'était juste merci. Non, je crois juste en dessous. Pouvez-vous nous en dire plus sur Mais j'avais vu le petit merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces clauses d'imprévisibilité? Qui définit la nature d'imprévisibilité? Est-ce que c'est les deux parties contractantes ou autre? Alors, c'est l'imprévision, ouais. Alors, l'imprévision, donc maintenant, c'est dans le code, comme on le disait tout à l'heure, c'est un événement, enfin, c'est défini comme un événement qui ne pouvait pas être connu des deux parties au moment où elles ont contracté et qui est survenu en cours de contrat et qui a rendu l'exécution de l'obligation de l'une ou l'autre des parties impossible ou en tout cas excessivement onéreuse. Donc, il n'y a pas de définition, enfin, il n'y a pas de définition plus précise que ça, en tout cas dans le code. En revanche, ça va être au cas par cas que ça va s'apprécier, en fait. Au cas par cas, et surtout, nous, évidemment, comme on disait tout à l'heure, et pour la caducité et pour la force majeure, si vous pouvez aménager cette clause, surtout en fonction de la nature du contrat et de la nature des prestations que vous faites, et que vous pouvez, vous, être plus précis dans justement cette définition de la prévision dans le cadre de vos contrats, on peut que vous inciter à le faire, et surtout de définir dans ce cas-là comment ça se passera. Encore une fois, l'imprévision fait que tant que les parties ne sont pas mis d'accord lorsque cet événement surgit, si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les nouveaux termes du contrat, malheureusement, leurs obligations continuent de s'appliquer. Elles ne peuvent pas suspendre l'exécution de leur contrat. Donc, ça peut être assez lourd. Et ensuite, si elles ne se mettent toujours pas d'accord, il faut passer devant un juge. Donc, pareil, ça a un coût et puis ça prend plus de temps. Donc, disons que l'imprévision s'applique plus quand vraiment il y a une discussion entre les parties et qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire face aux difficultés rencontrées par l'une ou l'autre pendant l'exécution du contrat et qu'elles souhaitent aménager au mieux pour ressortir au mieux de cette situation de crise. Mais c'est ce que Jordana vous disait tout à l'heure, de toute façon, de manière plus globale et ouverte, de toute façon, dans le discours que vous devez avoir, que ce soit avec vos clients ou avec vos prestataires, surtout quand vous avez la casquette de prestataire et pour vos clients à vous, le but, et nous, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, le but, c'est vraiment de faire que vos relations à vous perdurent à la sortie et perdurent le mieux possible à la sortie de la crise. Il n'est pas question de réussir et de parvenir à vos fins typiquement en leur demandant de vous payer et d'obtenir un règlement si par la suite, au sortie de la crise, votre client n'arrive plus à respecter ses obligations ou à vous payer et n'est plus votre client. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les deux parties sortent au mieux de cette crise et de faire en sorte que l'activité puisse reprendre au mieux possible à sa sortie. Pas encore de nouvelles questions. Je me demandais, par exemple, voilà, quand on est une start-up, on n'a peut-être pas encore signé beaucoup de contrats. Qu'est-ce que vous avez comme recommandation, par exemple, concernant toutes les factures, concernant voilà tout un tas de choses, type des espaces de coworking. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux startups là-dessus? Où est-ce qu'elles peuvent couper un peu partout? Ouais. La première chose, effectivement, je pense qu'il est hyper important d'utiliser tous les leviers qui existent aujourd'hui pour préserver au max sa trésor. Donc, il y a effectivement, on est revenu au tout début de l'intervention, on est revenu, Eugénie a un peu parlé des mesures gouvernementales qui avaient été prises, donc tout ce qui est les prêts, l'obtention de prêts, BPI se mobilise vachement là-dessus. Les loyers, voilà, vous avez la possibilité de demander la suspension de vos loyers si vous remplissez certaines conditions, c'est sous condition, mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites et donc il faut pas hésiter à mobiliser au maximum tous ces outils. Après, il faut prendre vraiment, je pense, votre situation vraiment, il faut aplanir au max votre situation, promener contrat par contrat tous vos postes de dépenses
et essayer, si vous pouvez le faire, en tout cas, négocier, si vous sentez que vous en avez besoin pour votre trésor, négocier des échéanciers, des délais de paiement avec vos prestats, demander si c'est possible de suspendre certains contrats. Voilà, il faut au maximum tenter de mobiliser, en tout cas, et d'aller chercher un peu partout. Est-ce que vous pouvez limiter vos coûts? Je pense que la majorité des co-contractants vont être assez bienveillants les uns envers les autres. Donc, des délais de paiement vont être octroyés. Vous allez pouvoir essayer d'avoir des échéanciers. Donc, n'hésitez pas, demandez à vos banques de suspendre vos échéances de prêt si vous en avez. Elles ont été quand même ultra invitées à se mobiliser également. Donc, allez chercher poste par poste, partout, sortez tous vos contrats et essayez de voir ce que vous pouvez au maximum renégocier et quelles sont vraiment l'intégralité des postes que vous pouvez réaménager pour votre trésor. Alors, nouvelle question. Tac, tac, tac. J'ai signé un signing avec une clause suspensive, donc dans le cadre d'une acquisition, avec une clause suspensive qui oblige un certain niveau financier. Avec la crise, cette clause ne peut pas être garantie. Dois-je subir une réévaluation de ma valorisation ou dois-je abandonner le deal? Précis, hein? Jordana, ah bon? La vérité, je comprends pas vachement la question. Alors. Il y avait une clause dans le cadre de l'acquisition. Il y a une clause suspensive qui oblige un certain niveau financier. Le niveau financier ne pourra pas être assuré vu la crise. Et du coup, est-ce qu'il va faire une réévaluation? Alors, si c'est une clause suspensive, elle sera donc pas réalisée. C'est ça en fait le point. Je pense, ouais. Donc si le niveau financier est pas atteint et que c'était une condition suspensive, la condition suspensive a pour objet d'empêcher le contrat si elle n'a pas été réalisée. Si la condition n'est pas réalisée. Donc aujourd'hui, si le niveau financier n'est pas atteint et que c'était une des conditions pour faire le deal, il n'y a pas de deal. Ok. Après, encore une fois, les discussions, les renégociations et tout le monde peut se remettre autour d'une table et réévaluer et voilà, et peut-être un peu aménager ce niveau financier qui avait été arrêté. Mais par principe, en tout cas juridiquement, si c'était une condition de la réalisation du deal et que cette condition n'est pas remplie, il n'y a pas de deal. Ok. Dans le contexte actuel, quelle mise à jour sur nos contrats de travail, clause sécurité sanitaire particulière, etc. Vous l'aviez un peu abordé. Alors, on a des super collègues de la team sociale qui font pas mal d'interventions et qui seront vachement plus pertinentes que nous sur ce sujet. Mais grosso modo, non, les mises à jour des contrats de travail, non, en tout cas, je crois pas qu'il y ait de mise à jour particulière dans les contrats aujourd'hui. Ce qui est fait, évidemment, puisqu'il y a une obligation de télétravail, je crois que la majorité des employeurs aujourd'hui, donc évidemment, ont mis leurs salariés en télétravail, mais ils ont également essayé de faire partir des sortes de chartes de télétravail pour essayer d'expliquer un peu à leurs salariés qui sont en remote comment bien s'organiser. Mais il n'y a pas de modification en tant que telle du contrat. Là, c'est une obligation pour l'employeur que de se soumettre au confinement et de respecter le confinement quand c'est possible. Quand ça ne l'est pas, c'est autre chose. Mais le contrat reste le même, il reste intact, mais pendant cette période, légalement, il s'adapte. Alors, ensuite, typiquement, aujourd'hui, est-il pertinent d'inscrire en clause de contrat des dispositions spécifiques en cas d'impossibilité de faire des trajets internationaux qui sont nécessaires à la réalisation du contrat? Alors oui, effectivement, ça c'est pareil, c'est sur l'aménagement de la clause de force majeure dont on parlait tout à l'heure. Si effectivement vous arrivez à démontrer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de le prévoir dans vos contrats, c'est-à-dire que si vous retrouvez vous souhaitez soulever la force majeure pour opposer une non-exécution à votre concontractant, il faudra évidemment que vous puissiez démontrer que la réalisation du contrat ne pouvait pas se faire sans effectuer ce trajet, ou en tout cas que ce trajet rendait au moins une partie de l'exécution de vos prestations, ce trajet était indispensable au moins à une partie de l'exécution de vos prestations. Donc,
si vous ne prévoyez rien dans vos contrats, de toute façon, si vous arrivez à démontrer ça, ce sera suffisant. En revanche, et encore une fois, pour éviter tout litige et pour faire en sorte que ça se passe le mieux et le plus facilement possible pour vous en cas de difficulté et en période de crise, autant avoir une clause dans vos contrats la plus spécifique possible, de faire que justement la réalisation de trajets internationaux soit une condition essentielle à l'exécution du contrat, en fait, ce qui vous permettra en fait de même pas, en cas de force majeure, de même pas avoir à réfléchir, vous opposez cette clause à votre contractant et en fait le contrat s'applique automatiquement et vous pourrez la soulever beaucoup plus facilement que si c'est pas écrit noir sur blanc. Mais encore une fois, pas d'inquiétude parce que à partir du moment où vous arrivez à démontrer que ce trajet était nécessaire à la raison de vos prestations, vous pourrez toujours le soulever. Ok. Alors, aurez-vous des conseils et recommandations sur les CGV des prochains contrats afin de nous sécuriser des délais d'approvisionnement, délais de production, délais de livraison, autres que les cas de force majeure et des détails de chiffrage indiqués précédemment? Question de Florian Trichard. Alors, je comprends pas trop, c'est-à-dire sécuriser des délais d'approvisionnement et de production, c'est-à-dire après, pour moi, ça a un aspect très opérationnel. Après, vous pouvez toujours, en plus en B2B, vous pouvez le faire par rapport au délai de livraison, essayer d'être le moins précis possible pour le coup et de dire qu'en aucun cas votre responsabilité pourrait être engagée en termes de retard de livraison. Après, cette question va vraiment dépendre de un, ce que vous faites, de deux, quels sont vos clients, si vous êtes en B2C ou en B2B. Et donc là, on n'a malheureusement pas assez d'éléments pour répondre précisément. Après, Florian, si vous souhaitez peut-être aborder ces questions pour une session de mentoring, ce sera peut-être plus adapté. On pourra vous répondre plus largement sur vos conditions générales, parce que là, la question posée comme ça, c'est plus difficile de répondre. Ben, on peut inviter, là je vois que tu peux le faire, je peux l'inviter sur scène, entre guillemets, je sais pas, Florian, est-ce que tu veux venir poser ta question en live? Si oui, tu peux dire directement sur le chat. Alors non, écoute, j'ai pas l'impression. Oui. Je vais pas le forcer, le pauvre. Ouais, sinon, il faudrait avoir directement avec. Ah, alors. Tac. J'ai dit oui. Il a dit oui? Superbe. Alors, hop, invité sur scène. C'est parti. Il faut qu'il accepte en principe. Là. Il devrait apparaître. Bonjour. 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 Vous m'entendez bien? C'est bon, le son est bon? Nickel. Parfait, merci. Je suis désolé, c'est vrai que ma question est très, très spécifique, bien entendu. Donc, il s'agit de B2B principalement. Et donc, on dépend de fournisseurs internationaux. Et dans ce cadre-là, en effet, c'est très spécifique. Aujourd'hui, on a une visibilité qui est très réduite sur les différents intervenants. Et on a ce questionnement prioritaire sur l'approvisionnement dans un premier temps. Deuxièmement, dans notre capacité de production. Bien entendu, ça c'est plus lié en interne, ça c'est beaucoup plus maîtrisable. Et le dernier point va être l'apport de solutions vis-à-vis du client. Et sur toute cette chaîne de valeur, on a un besoin aujourd'hui de sécuriser notre offre. Et voilà, c'est pour ça que peut-être on s'est même amené, à mon avis, de discuter ensemble de manière privée pour détailler un petit peu les choses. Mais je pense que c'est des besoins récurrents au niveau industriel, hein, notamment, tout ce qui est startup deep tech. Oui, bien sûr. Alors après, il faut remonter, en fait, il faut s'assurer en remontant la chaîne contractuelle, c'est-à-dire du moment, alors je ne sais pas de quel type de marchandise on parle, mais en fait du moment. Oui, peut-être que Florent, tu peux nous expliquer ce que tu fais à Blatom. Qu'est-ce que vous faites comme… Alors, on est sur de la haute technologie. On a développé une technologie laser qui permet de caractériser les matériaux. Donc, on intervient pour des grands laboratoires et des grands groupes, hein, principalement. Donc, aujourd'hui, on est sur des équipements très, très lourds, très onéreux. Et voilà, donc aujourd'hui, on est sur de la production d'équipements à haute valeur ajoutée. Donc, on est très deep tech, on est adossé à des laboratoires de recherche, bien entendu, mais on dépend de fournisseurs internationaux et on essaye d'adresser des marchés, pour l'instant, à l'échelle nationale. Mais voilà, on est dans ce contexte-là et aujourd'hui, on a des opportunités, y compris en Covid, et on ne veut pas les rater. Vraiment, sur cette partie-là,
c'est important pour nous de répondre présent malgré les contraintes et les difficultés actuelles. Alors, effectivement, Florian, je pense que le mieux, ce serait quand même qu'on aborde ce sujet plus spécifique et prendre plus de temps peut-être pour répondre à tes questions, en connaissant plus vraiment ton business model et savoir comment tu fonctionnes. Après, pour te donner déjà une idée, nous, dans pour ce genre d'activité, on va dire, et ce qui importe beaucoup dans les contrats, c'est de te donner les outils et les garde-fous pour permettre de bien encadrer toute la relation contractuelle du point de départ du matériel ou du produit jusqu'à son point d'arrivée. Donc, c'est-à-dire de faire… Et limiter pendant tout ce temps-là, limiter au maximum la responsabilité que tu pourrais avoir. Tu vois, s'il y a une exécution ou s'il y a des délais un peu trop importants de livraison ou ce genre de choses, le but, c'est que dans tes contrats, tu aies vraiment des clauses qui te permettent de limiter au maximum ta responsabilité, sachant qu'en B2B, il y a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre qu'en B2C pour limiter sa responsabilité. Voilà. Notamment, tu vois, sur tout ce qui est normes Incoterm que tu dois connaître. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, il y a non seulement s'assurer, en fait, de limiter la responsabilité de ta société, évidemment, le plus possible, mais surtout de pouvoir déterminer aisément, selon la difficulté qu'il y a eu dans cette chaîne contractuelle, où se situe la difficulté et à quel moment de la chaîne contractuelle ça s'est passé pour pouvoir facilement déterminer qui est responsable à ce moment-là. Parce que c'est surtout ça qui est très difficile à déterminer quand tu reçois une marchandise ou un produit et que pendant son parcours, il va y avoir ou un retard de livraison ou même des dommages sur la marchandise. Si tu n'as pas mis en place les process nécessaires, c'est-à-dire tout ce qui est signature de PV, de réception, de livraison, en fait, si tu ne sais pas sur tout le trajet, on va dire, de la marchandise, si tu es incapable de dire à l'instant T, qui était en charge de la marchandise et à qui va la responsabilité, c'est beaucoup plus difficile ensuite. Après, ce sera tout le jeu de la garantie contractuelle qui va se mettre en route. C'est-à-dire toi qui vas te retourner contre un tel, qui va se retourner contre un tel, qui va se retourner contre le transporteur. Mais disons que, encore une fois, pour éviter des procédures longues et coûteuses, le plus baqué tu es dans ton contrat et le plus encadré, plus tu vas éviter des litiges et plus ça va se solder par un accord transactionnel, si tu veux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, nous, c'est vraiment sécuriser sur cette partie-là, et y compris sur toute la chaîne de valeur. Super. Merci en tout cas. Alors, c'est bon pour toi, Florian? Hop, du coup, on va retirer. Une dernière question. Sylvain Coquet, est-il possible de faire en sorte que les entreprises publiques ou grandes entreprises grands comptes respectent leurs obligations contractuelles afin de ne pas aggraver la situation fragile des entreprises innovantes ou start-up? Le principe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le principe, évidemment, c'est le respect des contrats. Ils sont tenus de respecter leurs obligations, grands comptes, grandes entreprises. On sait, en tout cas, on l'a vu, je pense, avec pas mal de nos clients, qu'il y a effectivement des difficultés avec des grands comptes, avec des grandes entreprises qui sont assez dures, qui allongent effectivement les paiements, alors que bon, potentiellement, on pourrait quand même penser que leur trésor leur permet d'assumer au moins pendant quelques mois les charges qu'ils ont, mais voilà, ils ont quand même tendance à tirer un peu, en tout cas à essayer au maximum d'allonger les paiements, de pas trop payer. Il n'y a pas de moyen en tant que tel pour les forcer à le faire. Ils pourront être sanctionnés a posteriori, mais en l'état, il n'y a pas de possibilité vraiment de les forcer à le faire. Il faut impérativement, en revanche, avoir des traces écrites. Ça veut dire de demander des paiements, éventuellement, mais là encore, il faut quand même réfléchir à l'opportunité de faire une chose pareille, c'est éventuellement de mettre en demeure son contractant de payer la facture, de respecter ses engagements. Mais voilà, avec toujours cet esprit on est quand même en période de crise, il faut faire preuve de bienveillance, même vis-à-vis de grands groupes,
et est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à accorder ces délais pour préserver la relation sur un long terme. C'est une vision aussi un peu business qu'il faut avoir dans ce type de relation. Mais il n'y a pas en tant que tel, on va dire, de moyen de les forcer aujourd'hui, sauf voilà, a posteriori d'essayer d'obtenir une condamnation. Alors j'ai invité du coup Sylvain sur scène, parce que j'imagine qu'il y a des choses assez précises. Alors l'invitation est battante, on va voir si ça va marcher. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, l'invitation ne marche pas. Bon, navré Sylvain, invitation en attente, je peux pas rien faire de plus. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, je pense que c'est bon, Jenny. Je te vois que je t'ai coupé. Non, je voulais juste dire que je suis évidemment ravie de vous attendre en session de mentoring et d'en savoir un peu plus sur vos activités respectives et savoir ce que vous faites et comment vous avez aménagé aujourd'hui le contrat et si on peut vous apporter des conseils plus spécifiques sur vos activités, on sera vraiment ravis de le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien qui, je crois, vous sera communiqué. C'est ça, Louise, à la fin? Dans le mail de remerciement, en effet. Là, vous voyez juste apparaître un lien, donc un bouton. C'est pour nous donner un peu votre impression sur le webinaire. Est-ce que ça vous a plu? Vous avez trouvé les réponses à vos questions? Si jamais vous voulez en reposer et nous proposer d'autres sujets de webinaire, voilà, n'hésitez pas, c'est en cliquant sur ce bouton feedback. Et sinon, du coup, merci beaucoup, Jordana et Eugénie, c'était vraiment très complet. N'hésitez pas. Alors, attendez, il y a une dernière question peut-être. Oui, le cas d'un contrat avec un grand groupe et avec la crise, le grand groupe s'est retiré. Est-ce qu'il y a des recours pour ça ou malheureusement rien du tout? Alors, tant que le contrat n'était pas signé, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je pense que c'était le cas, puisque si vous dites en train de finaliser un contrat, je pense qu'il n'avait pas été signé. Donc, effectivement, à moins de… Non, enfin, en tout cas, vous pouvez rien imposer, malheureusement, à ce grand groupe. En revanche, si jamais vous êtes amené à vous remettre autour d'une table pour rediscuter, vous pourrez éventuellement faire preuve de bonne foi et essayer au moins d'imposer que les conditions qui avaient été acceptées en février soient reprises dans ce contrat. Mais là, s'il n'a pas été signé, effectivement, ça va être compliqué. En tout cas, vous n'avez pas de moyens coercitifs, on va dire, pour les faire signer après la crise. Du coup, merci à tous d'avoir participé. Merci encore à vous, mesdames. Voilà, dans les prochaines étapes, les startups Deep Tech se reconnaîtront. Voilà, on vous a toutes intégrées sur le réseau social BPI France qui s'appelle Tribu. Donc, c'est là où vous pourrez trouver les prochains webinaires. Et notamment, il y en aura un le 5 mai sur les financements européens et le 7 mai sur les voies de collaboration Startup Hôpital et toutes les opportunités post-Covid. Voilà. Et écoutez, merci à tous pour votre présence et je vous souhaite un très bon week-end. Très bon week-end à tous. Au revoir. Bon week-end.